Donc on est toujours à Marrakech pour ce 22e congrès de l'AGF et on est accompagné de Solal Belkhisis Karkri, qui est présidente de l'APEBI, et d'Hichem Yaraki Houssini, qui lui est directeur général de Microsoft Maroc. Alors on a parlé de transformation du digital en Afrique. Ça veut dire quoi, transformation digitale en Afrique? Est-ce qu'on veut digitaliser tous les Africains, le continent, les territoires? Ça veut dire tout simplement utiliser les technologies de l'information, utiliser le digital pour mieux servir les Africains. Mais plus mieux servir les Africains, le modèle économique, le social. C'est-à-dire qu'au niveau des entreprises, pour qu'ils soient plus compétitifs, vu que tous les pays sont dans la mondialisation, au niveau des citoyens, au niveau du gouvernement, pour donner accès aux citoyens, pour dématérialiser tous les process, pour que le citoyen vive mieux. Si on prend le cas du Kenya, le fait que les banques étaient défaillantes, qu'il n'y avait pas assez d'agences bancaires, ils ont fait le mobile payment, ils sont numéro 1 maintenant et 45 millions de personnes l'utilisent. C'est-à-dire l'individu n'est pas obligé d'avoir un compte en banque pour faire des opérations financières, grosso modo. Tout à fait, et avec d'autres pays, etc. Donc il y a plein d'exemples, mais toujours l'objectif justement, ce n'est pas de faire une transformation digitale, mais c'est utiliser le digital pour mieux servir ses clients, ses actionnaires, ses ressources humaines et sa population. Tout à fait. Pour vous, la transformation digitale et les enjeux en fait véritablement sur le continent, un continent qui compte 54 pays, est-ce que 54 pays ont le même degré, le même de progression de digitalisation? En fait, la digitalisation, moi je la vois sur un volet purement de valeur ajoutée pour le continent, et c'est une aubaine aujourd'hui qu'on vit, que la technologie elle est accessible. Il y a il y a 4-5 ans, le fait de pouvoir digitaliser, on a beau avoir toute la volonté, mais la technologie n'était pas suffisamment accessible. Aujourd'hui, avec le cloud, ça donne la chance à tout le monde. Tout le monde a l'accès au même niveau de technologie assez avancé, qui est bien aux États-Unis, en Europe qu'en Afrique. Si j'ai bien compris, j'ai un smartphone, comme tout le monde d'ailleurs. Donc du coup, je suis digitalisé déjà, et parce que j'ai accès à toutes formes d'informations, c'est ça? Tout à fait. En fait, oui, partie, oui. je vais revenir là-dessus. Oui. La digitalisation aujourd'hui, comme j'ai dit, elle est accessible à tout le monde. Maintenant, il y a la problématique majeure de connectivité. Il faut avoir accès Internet, connexion Internet, c'est ça? Accès à Internet. Voilà. Il faut avoir cette connectivité qui est disponible avec le bon niveau de qualité de service, etc., pour qu'on puisse avoir cette expérience totale de digitalisation. Il n'y a pas que ce volet-là. Ça, je dirais, c'est les prérequis. Après, il y a tout l'écosystème autour qui va travailler pour digitaliser les process, pour les mettre au service des citoyens, des entreprises, etc. On voit sur le e-gov, par exemple, sur la dématérialisation des services publics. Comme tu as dit, comme vous avez dit, il ne suffit pas d'avoir son téléphone. Bon, il faut avoir des services autour, le contenu, parce que là, si on voit que technologique en fait. Le contenu en termes de services, parce qu'ici, qu'est-ce qu'on utilise au niveau de l'Afrique? Il y a quoi? Il y a à peu près 200 millions de personnes qui sont des jeunes. L'Afrique, elle est connectée par fibre optique et les câbles souterrains. Est-ce que toute l'Afrique est connectée? Toute l'Afrique, elle est connectée en Europe. Elle est connectée avec l'Europe, avec tous les autres pays. Son environnement extérieur. Exactement. Donc en fait, on a cette équation qui est jeunesse plus connectivité, qu'il faut savoir se servir de ça. Et comment se servir de ça? C'est qu'il faut développer des services. C'est les services qui nous manquent, et que ce soit au Maroc ou que ce soit dans d'autres pays. 54 pays, oui, 30 pays, ils ont leur stratégie digitale à horizon 2020 ou 2025. Seulement 12 pays qui mettent en œuvre cette stratégie. Donc on a 30 pays sur 54, et il n'y en a que 15 qui mettent en place leur stratégie numérique. Voilà. Et nous, dans tout ça, le Maroc, on est dans les 30, on est dans les 15, on a notre stratégie, on a notre agence qui est née. Il faut maintenant décoller. J'ai l'impression qu'on est toujours comme un avion qui est sur la piste. Donc on est sur la piste, mais on n'a pas encore vraiment décollé. Juste pour corroborer ce que vient de dire Selwa, on est dans les prémices de transformation digitale au niveau du pays. On voit certains bons exemples. On voit l'exemple de la DGI, ce qu'ils essayent de faire, etc. Une volonté très forte. On voit l'exemple de la NCFCC. Et on a des bons exemples, mais l'effet de masse n'est pas encore là. On a un chemin à faire et on espère fortement avec l'agence de pouvoir vraiment aller de l'avant. Si j'ai bien compris, je crois que c'est Solal Belkhisis qui le disait tout à l'heure. Tous les Marocains sont smartés. Ah oui, un taux de pénétration de 137%. 137%. Je crois savoir aussi que l'ensemble du territoire, toutes les régions du pays, il y a un accès Internet.
On est bien d'accord. Oui, tout à fait, avec les 3 opérateurs, avec le fonds universel, oui, tout à fait. Et pourquoi on est encore aux prémices, vous dites, Hicham, est-ce qu'on n'a pas déjà les prérequis, on n'a pas la plateforme déjà qui est là, et que quelque part on a du mal à passer à la vitesse supérieure? Oui, en fait, j'ai parlé tout à l'heure d'écosystème. Oui. En fait, c'est vraiment la matière grise. Et là, c'est le travail de tout l'écosystème en termes de start-up, en termes d'entreprises qui sont bien installées, en termes aussi de pourvoyeurs de bons de commande. C'est les entreprises, le service public qui vont vraiment créer cette dynamique-là pour que les gens commencent à se mobiliser, créer de la valeur autour du digital. C'est pas encore là. Il y a, comme j'ai dit, il y a des entreprises, des entités dans le secteur public qui l'ont fait, et d'autres ils sont encore à la traîne. Et au niveau de l'Afrique, est-ce que avec l'Afrique, il peut y avoir un effet d'enchaînement? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut, c'est reprendre des exemples de projets qui ont bien marché dans tel ou tel pays, et c'est pas la peine de réinventer là-haut. C'est le partage d'expérience entre pays c'est très important, exactement, sud-sud. Et je rajouterais peut-être quelque chose par rapport à ce qu'il a dit Hicham, c'est le rôle de l'État, le rôle de l'agence l'État à travers l'agence, d'utiliser le bâton et la carotte, c'est-à-dire on utilise du digital, on a des réductions au niveau des impôts, des choses comme ça, et en même temps, donc il y a des politiques incitatives, voilà, des politiques incitatives en fait. et des fois des obligations. Par exemple, quand on prend des grands donneurs d'ordre comme l'OCP, ils peuvent très bien, je dirais, obliger, et ça peut être une obligation, par exemple, de tous leurs sous-traitants, toutes leurs chaînes de fournisseurs, pour qu'ils soient digitalisés, sinon ils ne pourront pas répondre à des appels d'offres. Donc il y a un accompagnement. Et puis surtout, il y a de la formation. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays quand même où l'analphabétisme demeure encore important, et donc il faut former. C'est important, ça. L'analphabétisme dans tous les rapports aujourd'hui, toutes les études internationales là-dessus, mettre du doigt le fait que le continent africain est le dernier de la classe en matière de connectivité, parce que le niveau d'analphabète est trop élevé. Donc c'est le facteur, après le facteur coût, c'est le deuxième critère. Il faut former, et il faut des solutions intelligentes, comme ça s'est fait au Portugal par exemple. Il y a ce qu'on appelle des petites téléboutiques. En fait, c'est comme les téléboutiques tenues par des jeunes qui sont branchés IT et qui accomplit pour le citoyen tous les services. Donc un citoyen qui est analphabète, ma mère, moi, n'a jamais été à l'école, elle peut aller voir ce jeu-là, elle lui dit je veux faire telle procédure, je veux avoir tel papier, etc. Ils font tout. Ça va créer de l'emploi, ça va digitaliser à fond, et puis ça va rendre service aux citoyens. Mais est-ce que ça ne maintient pas aussi l'individu dans une forme d'ignorance aussi, et dans des conditions aussi peut-être psychologiques et sociales qui sont limitées? J'ajouterais à cela qu'aujourd'hui la technologie permet d'adresser ce genre de choses. On parle de Natural Programming Language, c'est vraiment le langage naturel, où on peut vraiment donner l'accès à ces gens qui sont un peu déconnectés de pouvoir interagir avec les différents services, pas de la manière classique, mais en langage naturel. Et c'est des choses qui se font, et la technologie le permet réellement. Ça veut dire quoi, Hicham? Ça veut dire qu'en fait, peu importe si on ne sait pas lire, peu importe si on ne sait pas écrire, ce qui est important, c'est d'être bien connecté, de savoir décrypter les codes, en fait. C'est deux choses. C'est deux choses. C'est d'être bien connecté, et qu'on a l'écosystème qui offre ce genre de service. Parce qu'encore une fois, on doit le faire par nous-mêmes. On ne peut pas s'attendre à importer de la technologie d'ailleurs, parce que des problématiques pareilles ne se posent pas dans d'autres continents. C'est une problématique problématique qui est posée en Afrique. Donc il faut que ça soit adressé par les Africains. C'est comme les drones par rapport à l'agriculture, c'est comme le mobile payment, c'est tout. C'est des problèmes qui sont africains et qui ont été résolus par des Africains. C'est-à-dire que peu importe en fait qu'on soit analphabète ou illettré, de toute façon il faut être connecté. Exactement, tout à fait. Un petit peu retenir. Mais je voulais aussi aborder avec vous la dimension culturelle, parce qu'on dit révolution digitale, est-ce ça doit être accompagné nécessairement aussi par une révolution culturelle? Oui, c'est un petit peu aussi aujourd'hui ce qui a été discuté au niveau du dernier palais, c'est ça, c'était quel est le rôle du DRH pour accompagner justement la transformation digitale dans une entreprise. Et c'est un rôle qui est très important parce qu'il doit accompagner au niveau du changement de la culture. Et qui dit entreprise, dit administration publique, dit gouvernement, etc. Ça devrait commencer par le conseil du gouvernement. Tout à fait. Mais est-ce que du coup c'est un vrai chantier aussi, la révolution culturelle? En fait, tout à fait. On voit, je pense qu'on a débattu de ça tout à l'heure sur le panel, c'est les projets qui réussissent de transformation digitale, ce qui sont bien accompagnés en termes de conduite de changement. C'est fondamental. Parce que les gens, on les pousse à sortir de leur zone de confort, de la manière avec laquelle ils ont fait pendant des décennies, pour aller sur un nouveau mode. Ils ont peur. Il faut qu'on les rassure, naturel, et il faut qu'on les rassure et qu'on leur donne le pourquoi de la chose. C'est in fine pourquoi on fait ça.
c'est pas pour tuer des jobs, on le fait parce qu'on veut que l'entreprise continue à être performante pour créer plus de valeur et pour pouvoir en fait ramener plus de gens pour continuer à prospérer. Et ça doit être porté par le CEO de l'entreprise numéro 1. Et pour un pays, ça doit être porté par le président du pays ou notre roi lui-même quand il s'agit du Maroc. Exactement, ça doit être porté par très très haut niveau. Quand je vous entends et quand je vous écoute bien sûr attentivement, je me dis, est-ce que la digitalisation n'est pas en train d'uniformiser l'individu, tous les citoyens dans le monde, les 6-7 milliards d'individus? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des standards en fait d'individus qui penseront de la même manière, qui consommeront de la même manière, qui réfléchiront de la même manière? Je ne sais pas, moi c'est une question. En tout cas, moi je suis contre le digital à 100%. Pour moi, le digital, il doit être là, mais au service de l'homme. Et on doit, tout à l'heure, dans le panel, on a parlé de faire une conférence à distance et d'éliminer ce genre de forme. Je ne suis pas du tout d'accord. Le contact humain est très important, les réseaux sont très importants. Le digital, on doit l'utiliser, mais pas pour remplacer le contact humain et le réseau. Le contact humain, changement culturel, parce que le continent africain est aussi connu et réputé pour ses traditions culturelles. Oui, tout à fait. Y compris au Maroc. Donc, du coup, est-ce que la digitalisation va pas amener à des lignes de rupture culturelle? Je vais vous dire, même avec des entreprises qui sont assez avancées, je prends l'exemple de Microsoft que je connais très très bien, où en fait on est quasiment au zéro papier. On peut faire des conférences. Il n'y a pas de papier. Vous venez au bureau, il n'y a pas de papier. Je vous invite à le faire. Oui, avec plaisir. Et on peut se permettre vraiment d'utiliser la technologie pour faire des conférences. Cela ne nous empêche pas d'avoir des réunions régulières où on regroupe tout le monde pour resserrer les rangs, etc. Chaque année, on a notre sommet mondial où on invite 20 000 personnes à travers le monde pour redécouvrir la culture d'entreprise. Et c'est ça la chose fondamentale. Il ne faut pas oublier qu'on a une notion de culture où les gens doivent se côtoyer, ils doivent échanger, se connaître, qui ramène avec la digitalisation une valeur ajoutée. Donc avec rapidité aussi dans les échanges, le partage d'informations. Je voulais juste une petite dernière question avec vous sur les GAFA. Enfin, Google, c'est mastodonte, on voit qu'ils sont très présents aussi, Facebook, sur le continent africain. Je crois qu'ils ont lancé la plateforme Facebook il y a quelques années. Mais il y en a qui n'ont pas réussi sur le continent africain, un peu comme Amazon. Oui, mais Facebook, même s'il y a des réticences, des pays comme le Nigeria ou l'Égypte aussi qui ont dit non, parce qu'en fait c'est une forme de colonisation digitalisée qui apparaît, mais est-ce que là on se dit, il faut y aller maintenant, parce que s'il y a les grands de ce monde qui y sont, quoi. Oui, tout à fait. D'où en fait l'accompagnement des startups et l'encouragement des startups. On ne les accompagne pas encore assez au niveau de l'Afrique et même au niveau de Maroc. C'est quoi? C'est des fonds d'investissement? C'est tout. C'est des capital risques qui doivent être beaucoup plus présents. Il faut même un cadre réglementaire à part pour les startups. D'accord. Ah oui, on est en train de travailler dessus. D'ailleurs, au Maroc, on a déjà vu le ministre à ce sujet-là. Nous, au niveau de la PB, on a créé une vice-présidence chargée des startups. On les a intégrés cette année, cette fois-ci avec nous. Avec un cadre législatif et d'encouragement. On est en train de fiscal, d'accompagnement et surtout d'investissement, parce qu'il y a des Marocains qui vont à l'île Maurice ou à Dubaï pour chercher justement des investisseurs. Donc, on a une place financière à Casablanca. On pourrait très bien l'utiliser pour ça. Moi je dirais les GAFA, en fait, on ne doit pas avoir peur des GAFA. On doit côtoyer les GAFA, tirer profit. Aujourd'hui, on prend Facebook, c'est en fait le continent le plus peuplé au monde. Ça, c'est une réalité. Il y a un gisement de 1,5 milliard. Tout à fait. Il y a un gisement de données qui est extraordinaire. Et vraiment là, je rejoins ce que dit Selwa sur la notion des startups. On peut aller puiser dans ces informations pour vraiment, réellement connaître un peu la population qu'on adresse et lui offrir les services auxquels ils aspirent. On ne doit pas laisser les GAFA réellement nous envahir si on arrive à faire des choses par nous-mêmes. Et est-ce que le principal défi aussi, c'est d'être en capacité, on dit de la data. Tout le monde parle de la data, et puis on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, la data, on la consomme, on la produit pas. Est-ce que là, le principal défi, à la fois pour le Maroc, chez nous d'ailleurs, et pour le continent, c'est d'être beaucoup plus productif en termes d'offres data? Exemple principal, c'est les e-gov. Si on veut lancer les process e-gov rapidement, il faut que toutes les administrations partagent leurs data justement. D'où l'interopérabilité. Et ça, on n'y est pas encore. Il y a des freins aussi. Exactement, tout à fait. Et il faut absolument qu'on ait une seule, banque de données pour l'ensemble des administrations marocaines. C'est ça qui va permettre en fait aux citoyens marocains, à travers un seul portail, d'accéder à l'ensemble des services. Vous savez que c'est peut-être une menace aussi pour l'administration et les fonctionnaires. Parce que peut-être qu'en informatisant, en robotisant, ils feront un travail plus intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu aussi social qui au niveau de l'administration, de la fonction publique? On voit un exemple très, en fait, vous allez me dire un peu futuriste, mais la ville de Dubaï. La ville de Dubaï, aujourd'hui, chaque citoyen, il dispose de l'ensemble des services. L'ensemble des services, ils sont digitalisés sur son smartphone. Cela n'empêche que le gouvernement continue à se renforcer, continue à offrir des services en back-office. On a besoin de ces gens-là, parce qu'on
a encore besoin de la relation humaine en fin de journée, mais qu'on laisse le choix aux citoyens de le faire à travers son smartphone ou si pour des choses assez avancées, se déplacer pour discuter des choses plus importantes. Est-ce qu'au final c'est qu'une question de temps en fait, parce qu'on va tous y aller, on va tous y arriver. On n'a plus le choix de toute façon. Voilà, où on prend le train ou on le prend pas, c'est ça en fait. Tout à fait. Oui, moi je parlais tout à l'heure de l'accélération de l'accélération. Et c'est quelque chose de l'accélération. On est déjà dans un mode accéléré. Là, on est en train de passer à une accélération au carré. Et réellement, on a une opportunité. Moi, je la vois comme une opportunité parce que la technologie, comme j'ai dit au début, elle est disponible aujourd'hui pour tout le monde. La même technologie, il faut qu'on embarque, il faut qu'on y aille. Moi, je dis toujours que c'est comme un avion. Il a déjà pris de la vitesse quand il est par terre. Maintenant, il faut juste qu'il décolle. C'est rare un avion qui prend de la vitesse et puis qui s'arrête. Donc, soyons optimistes. Il faut simplement qu'on décolle. Exactement, tout à fait. Juste une dernière question, juste pour vous, chacun. Parce que j'ai pris, en préparant le débat, Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook, a fait une déclaration il y a quelques mois en disant qu'il faudrait nécessairement que l'accès Internet fasse partie des droits humains. Est-ce que vous considérez qu'effectivement aujourd'hui, dans cette dynamique que connaît le monde, la mondialisation, la numérisation, et que voilà, que ce soit inscrit, il faut vivre avec son temps. Moi je suis d'accord, comme c'était l'accès à l'électricité, l'accès à... Oui, tout à fait, moi je suis d'accord. C'est clair, en fait, sans Internet demain, on parle de digitalisation. La digitalisation n'a aucun sens si on n'a pas l'accès à Internet, et pour moi c'est un droit humain, et demain avec cette population jeune qui remonte, je pense qu'on va changer les lois pour répondre à leurs besoins. Donc s'adapter en fait. S'adapter au développement du numérique et de la digitalisation. Merci beaucoup. Merci Selwa et merci Hicham.